Imaginons un instant un ordinateur. La mémoire vive, la fameuse RAM quoi, est complètement saturée à, disons, 99%. Ouais, le truc classique où le ventilateur souffle à fond. Exactement. Il y a des dizaines d'applications qui tournent en arrière-plan, des fenêtres pop-up qui s'ouvrent sans arrêt, la batterie fond à vue d'œil. Et là, on demande à cette machine d'exécuter une tâche hyper complexe, genre un gros montage vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il plante, ou alors il rame tellement que ça devient inutilisable. C'est clair. Et en fait, c'est exactement ce qu'on fait subir à notre propre cerveau tous les jours. Et après, on s'étonne de plus arriver à prendre des décisions stratégiques ou à être créatif. C'est une super métaphore parce que ça met vraiment le doigt sur la différence entre le stockage et le traitement. Notre cerveau, il est juste pas conçu pour gérer un flux ininterrompu de micro-interruptions. Ouais, les fameuses notifications. Voilà. Quand on vérifie son téléphone toutes les 5 minutes, on monopolise toute cette mémoire vive cognitive. Du coup, il n'y a plus aucune bande passante pour la pensée profonde. Et c'est pile pour ça qu'aujourd'hui, on se lance dans cette nouvelle exploration. On va se baser sur des concepts qu'on décortique en ce moment dans le livre, mais aussi sur des cas concrets de leaders de la Silicon Valley ou des recherches de Stanford. La mission du jour, c'est de comprendre une idée qui qui est complètement à contre-courant aujourd'hui. Et presque rebelle, en fait. Carrément rebelle. C'est l'idée que se rendre délibérément indisponible, c'est en fait le plus grand avantage stratégique qu'on puisse avoir dans un monde hyper connecté. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est que ça s'oppose frontalement à notre instinct de survie professionnelle, on va dire. Face à une montagne d'infos ou de mails, notre réaction naturelle, c'est d'essayer d'aller plus vite, d'optimiser chaque seconde, d'être encore plus dispo. Ouais, on essaye d'être sur tous les fronts à la fois. C'est ça. Mais l'approche essentielle, celle qui marche vraiment, c'est l'inverse. L'indisponibilité dont on va parler aujourd'hui, c'est pas une fuite, c'est pas faire l'autruche, c'est vraiment une conception délibérée de son environnement. C'est un acte de préservation. D'accord. Décortiquons un peu ça, parce que le piège absolu, et on tombe tous dedans, c'est cette confusion permanente entre disponibilité et productivité. On a créé une culture où répondre en 3 secondes à un mail sur Slack, c'est la preuve ultime qu'on bosse bien. Alors que ça prouve juste qu'on est en ligne. Exactement. Et pour illustrer cette rupture nécessaire, il y a une histoire assez dingue dans nos sources. C'est celle de Frank O'Brien. C'est le fondateur d'une agence de marketing à New York, avec une 50aine d'employés. Et le marketing, c'est un milieu connu pour être frénétique, hein. Ah ben, c'est H24. Mais face à cette frénésie, O'Brien, il a pris une décision radicale. Il a instauré le lundi ne pas déranger. Et attention, on parle pas d'un vendredi après-midi un peu cool où tout le monde part plus tôt. C'est le premier lundi de chaque mois. Ouais, le jour où tu as normalement le plus de trucs à lancer. Et ce jour-là, il réunit ses 50 employés dans une pièce pour toute la journée. La règle est intransigeante, les téléphones sont confisqués, les mails sont interdits. Même les clients sont prévenus, non? Absolument. Les clients savent qu'ils n'auront aucune réponse ce jour-là. Mais le truc qui m'a vraiment bluffé, c'est qu'il n'y a pas d'ordre du jour. Zéro. Le seul et unique but de cette journée entière, c'est de s'échapper pour penser et pour parler, de vive voix. C'est là que la démarche devient hyper intelligente d'un point de vue managérial. Parce que, en fait, la logique d'O'Brien va beaucoup plus loin qu'une simple journée au vert. Il utilise ce lundi comme un outil de diagnostic impitoyable pour sa boîte. Un diagnostic impitoyable, c'est-à-dire? Il a un test très simple. Si un employé vient le voir avant ce lundi pour lui dire Désolé Franck, je suis beaucoup trop sous l'eau pour participer à cette journée », O'Brien, il va pas du tout le féliciter pour son dévouement. Ah ouais, le manager classique dirait « Super, quel bosseur !» Voilà. Mais pour O'Brien, c'est l'inverse. C'est un énorme signal d'alarme. Ça signifie immédiatement que l'entreprise travaille de manière inefficace. Ou alors qu'il manque du monde dans l'équipe. Ah, je vois. En gros, si les gens sont trop occupés pour prendre le temps de penser à ce qu'ils font, c'est qu'ils sont engloutis par les urgences, par définition. Mais c'est génial parce que ça renverse complètement la culpabilité. D'habitude, tu te sens coupable de t'arrêter pour réfléchir au lieu de produire, et là tu réalises que si tu te noies dans les tâches, c'est le système qui est défaillant. Exactement. C'est un recadrage puissant. Bon, après, parfois, la fuite prend des proportions un peu plus, disons, extrêmes, quand le système bug vraiment. Nos sources racontent l'histoire d'un cadre supérieur, un mec hyper brillant, mais qui n'arrivait absolument pas à se concentrer sur un projet stratégique. Il était sans cesse happé par Twitter, ses mails, les notifications. Ah, la fameuse spirale de la distraction par défaut. On la connaît bien, hein. On l'a tous vécu. Et au début, il a tenté les petites demi-mesures. Genre, il a demandé à son assistante de débrancher physiquement les câbles réseau de son ordi. Ça marche jamais, ça.
Ben non. Son cerveau réclamait sa dose de dopamine, du coup il trouvait toujours un moyen de se reconnecter, via le Wi-Fi, son smartphone, n'importe quoi. Du coup, sa solution finale a été complètement dramatique. Il a fait quoi? Il a donné son téléphone à quelqu'un d'autre, il a pris une chambre dans un motel bas de gamme au bord d'une autoroute, sans aucune connexion Internet. Et il est resté enfermé là-dedans pendant 8 semaines. 8 semaines, ouais. 8 semaines de confinement solitaire, juste pour réussir à pondre son projet. C'est fou. Mais du coup, et c'est là que je veux pousser un peu la réflexion, est-ce que la morale de cette histoire, c'est qu'il faut vraiment s'enfermer dans un motel glauque pendant 2 mois pour espérer bosser aujourd'hui? Enfin, ça semble irréaliste pour 99% des gens, et même un peu pathologique, non? C'est une super objection. Si on regarde l'ensemble des concepts qu'on étudie, l'idée, c'est absolument pas de promouvoir la vie d'ermite. L'histoire du motel, c'est pas une solution, c'est un symptôme. Un symptôme de quoi exactement? Ça montre à quel point notre environnement quotidien, celui qu'on a par défaut, est devenu complètement hostile à la concentration profonde. Ouais, le monde serait littéralement conçu contre notre attention. Précisément. L'espace pour réfléchir, aujourd'hui, tu l'obtiens plus naturellement. Il y a 20 ou 30 ans, le silence ou les moments de vide faisaient juste partie d'une journée normale. T'attendais le bus, t'avais rien à faire. Aujourd'hui, si tu fais rien pour protéger cet espace, il est automatiquement envahi par les algorithmes, le bruit, les urgences des autres. C'est vrai. Si on laisse la porte ouverte, tout le monde rentre. Voilà. Donc l'enjeu, c'est pas de fuir la société dans un motel. C'est de comprendre que cet espace mental, il doit être construit par design, de manière intentionnelle. Ce cadre, il a dû utiliser une méthode brutale parce qu'il n'avait pas conçu son environnement de tous les jours pour protéger son attention. Il a dû improviser un bunker parce qu'il n'avait pas construit de mur au quotidien. J'adore l'image. Et ça nous amène d'ailleurs à un point crucial, comment on fait pour aménager cet espace au jour le jour? Quand on peut pas se barrer au motel en laissant sa famille et son boss derrière soi. Bah oui, c'est la vraie question. C'est là qu'on entre dans ce concept fascinant de l'architecture de la pensée. L'idée que l'aménagement physique du lieu dicte carrément la manière dont on réfléchit. Et pour illustrer ça, le meilleur laboratoire au monde, c'est sûrement la Design School de l'Université de Stanford, l'Institut de Design. Oui, quand on regarde comment ils ont aménagé leur salle de cours, on remarque un truc hyper bizarre, il n'y a pas de chaise normale, Ils ont mis quoi à la place? des cubes en mousse. Et le détail qui tue, c'est que ces cubes, ils sont délibérément inconfortables. C'est pas une erreur du fabricant. Ah ouais, donc c'est fait exprès pour gêner. Exactement. Après quelques minutes à chercher une position confortable sans y arriver, les étudiants lâchent l'affaire et se lèvent. Et du coup, ils commencent à marcher, à se déplacer, à interagir avec des gens à l'autre bout de la salle, au lieu de rester ravachis sur une chaise à parler juste à leurs voisins de table. C'est génial, l'inconfort physique est utilisé pour empêcher la paresse mentale. L'espace force une dynamique complètement imprévisible. Mais la Dascool, ils s'arrêtent pas là. Ils poussent la logique de l'indisponibilité encore plus loin, avec un truc qu'ils appellent la boute noire ou la cabine noire. Visuellement, c'est le contraste total avec leurs grands open space hyper lumineux. C'est à quoi ça ressemble? C'est une pièce minuscule faite pour 1 à 3 personnes maximum. Aucune fenêtre, totalement isonorisée. Et surtout, il n'y a aucune technologie à l'intérieur. Pas d'écran, pas de Wi-Fi, rien. Et le pire, c'est qu'elle est cachée au rez-de-chaussée. Pour pas qu'on tombe dessus par hasard en allant à la machine à café, quoi. C'est exactement ça. Faut faire l'effort d'y aller. Jeremy Hutley, un des directeurs, a même créé un cours entier basé sur ça. Il force les étudiants à éteindre leur téléphone et à s'isoler dans cette cabine pour littéralement rallumer leur cerveau. On leur donne une excuse institutionnelle pour s'arrêter de faire des trucs et juste penser. C'est un sanctuaire, en fait. Ouais, mais là, faut qu'on joue l'avocat du diable 2 secondes. Vas-y, je t'écoute. Une petite pièce noire, insonorisée, sans téléphone, sans lumière naturelle, sans rien à faire. Honnêtement, ça ressemble à une cellule d'isolement en prison, hein, ou à un point de punition pour adultes. Comment est-ce que le fait de s'infliger une privation sensorielle pareille peut déclencher l'innovation? Est-ce qu'on risque pas juste de mourir d'ennui? L'ennui, c'est pile poil le mot magique. Aujourd'hui, on perçoit l'ennui comme une anomalie, un truc honteux qu'il faut éliminer à la seconde où on le ressent. Mais d'un point de vue neurologique, l'ennui, c'est la condition absolue pour être créatif. Et on a complètement perdu cette capacité. Attends, d'un point de vue neurologique, il se passe quoi dans le cerveau quand on s'ennuie? Eh bien, les neurosciences montrent que quand on est stimulé par des tâches externes, genre lire un mail, scroller sur Insta, répondre à un message, le cerveau utilise un circuit qu'on appelle le réseau activé par la tâche. Ok, donc le mode action. Voilà. C'est hyper utile pour exécuter des trucs, mais ça bouffe énormément d'énergie. Par contre, quand on s'ennuie, par exemple, isolé dans cette fameuse cabine noire, le cerveau s'éteint pas du tout. Au contraire.
Il bascule sur un autre circuit très spécifique, le réseau du mode par défaut. Et il sert à quoi ce réseau par défaut? C'est le centre de tri et d'innovation du cerveau. C'est là que le cerveau fouille dans ses archives, consolide la mémoire de la journée et surtout qu'il connecte des idées qui n'ont apparemment aucun rapport entre elles. Ah, un peu comme la défragmentation d'un disque dur sur un ordi. Exactement. Et sans cet espace de vide, cette défragmentation, elle se fait jamais. Donc la cabine noire, c'est pas du tout une punition. C'est un incubateur. On s'offre le luxe incroyable de s'ennuyer pour que notre inconscient puisse bosser sur des problèmes complexes. C'est éclaire totalement un autre exemple de nos sources, un truc historique, celui de Sir Isaac Newton. Ah oui, avec les lois de la gravité. Voilà. Pour écrire ses Principia Mathematica, le truc qui a redéfini la physique pour des siècles, il a passé 2 ans dans un isolement presque total à la campagne. Quand on lui demandait comment il avait découvert la loi de la gravitation, il répondait en y pensant continuellement. Et par continuellement, il voulait dire de manière totalement exclusive. Pas en regardant ses mails entre deux équations, quoi. C'est ça. Le génie demandait une concentration absolue. Un sanctuaire sans aucune distraction pour que ce fameux réseau par défaut puisse faire des étincelles. C'est clair que les grandes percées intellectuelles, elles naissent rarement au milieu d'un open space avec 3 personnes qui hurlent au téléphone. Mais voilà le vrai problème. C'est super pour Newton, qui avait 2 ans à tuer dans la campagne anglaise du XVIIe siècle. C'est super pour les étudiants de Stanford. Mais nous, dans la vraie vie, avec des objectifs au trimestre, des réunions Teams toute la journée, des clients qui s'impatientent. On fait comment? Oui, on peut pas tous disparaître 2 ans. Comment les grands dirigeants, qui sont pourtant hyper sollicités, appliquent cette philosophie sans faire couler leur boîte ou se faire virer? C'est là qu'on entre dans les micro-évasions au cœur même du chaos. L'idée, c'est pas d'avoir 2 ans de libre, c'est de sanctuariser le temps dont on dispose. Prenons Jeff Weiner, par exemple, à l'époque où il était PDG de LinkedIn. Grosse pression, boîte mondiale, des milliers d'employés. Exactement. Et pourtant, son outil de productivité numéro 1, c'était pas une app secrète, c'était le vide. Le vide dans son agenda? Littéralement. Il bloquait jusqu'à 2 heures de vide total dans son agenda chaque jour, souvent par bloc de 30 minutes. Et je précise, c'était pas du temps masqué pour répondre à ses mails en cachette. Rien n'était prévu. Attends, le PDG de LinkedIn s'asseyait pendant 30 minutes pour regarder le mur. Pour penser, oui. Il utilisait ce temps pour garder la maîtrise de sa journée. Ça lui permettait de réfléchir à la trajectoire de l'entreprise sur 3 à 5 ans, au lieu de juste éteindre les incendies des 3 prochaines heures. Ouais, prendre de la hauteur. Voilà. Et surtout, ces espaces vides lui servaient à recharger ses batteries émotionnelles. Sans ça, un leader reste coincé en mode gestion de crise permanente, au lieu d'être un coach pour ses équipes. Passer du mode réactif au mode proactif, c'est fondamental. Et ça fait écho à une autre légende de la Silicon Valley, Bill Gates et ses Think Weeks, ces semaines de réflexion. C'est fascinant, ça, de prendre carrément des semaines entières. Ouais, et les archives montrent que même au sommet de l'expansion de Microsoft dans les années 80, au moment où la boîte explosait, il partait s'isoler tout seul 2 fois par an. Alors que tout le monde devait avoir besoin de lui. Totalement. Mais pas de téléphone, pas d'urgence, pas de réunion. Il s'enfermait dans une cabane isolée juste pour lire. On parle de 112 articles scientifiques et bouquins avalés en une semaine. Le but, c'était de sortir la tête du guidon pour observer le paysage technologique global. Sanctuariser ce temps au moment même où on semble le plus indispensable, ça prouve bien que réfléchir n'est pas un luxe, c'est le moteur de la boîte. C'est clair. Et d'ailleurs, l'auteur même des concepts qu'on décortique applique cette rigueur avec son mode moine quand il écrit. Le mode moine. Il s'y prend comment? Il bosse de 5 heures du matin à 13 heures, 5 jours par semaine sans aucune interruption. Et pour protéger ça, il a juste mis une réponse automatique sur sa boîte mail disant « Je suis indisponible ». Rien de plus. Radical mais efficace. Et il a une petite habitude matinale que je trouve géniale. Au lieu de sauter sur son smartphone au réveil et de se faire aspirer par les urgences, il prend les 20 premières minutes de sa journée pour lire de la littérature classique. Rien à voir avec son taf, juste pour élargir son esprit avant d'affronter le monde. Une sorte de bouclier mental, en fait. Ouais, mais soyons francs une minute. C'est hyper facile pour un milliardaire comme Bill Gates, ou un PDG, ou un auteur à succès, de dicter ses propres règles. Mais si tu te mets à la place du cadre moyen dans une grosse boîte, si tu dis « Salut, je me mets en mode moine » ou que tu réponds pas sur la messagerie interne pendant 2 heures, ça demande un courage social énorme. Ah oui, le risque d'être mal vu est réel. Comment tu justifies de faire rien quand toute la culture autour de toi valorise l'agitation et attend des résultats à la seconde? C'est vraiment la question clé de tout ce concept, parce que le vrai obstacle, il n'est pas technologique, il est purement culturel. Notre société, elle perçoit l'agitation visible comme une preuve de loyauté au travail. C'est ça.
le fameux présentéisme. Voilà. Être assis à son bureau, immobile, à regarder par la fenêtre pour réfléchir, ça paraît hyper suspect. Mais c'est là toute l'essence de cette approche. Ce courage social, cette friction avec les attentes des autres, elle est juste indispensable. En gros, il faut accepter de décevoir les gens à court terme. Exactement. Parce que si tu construis pas ces murs, tu deviens l'esclave de l'agenda collectif. Tu passes ta vie à accomplir les objectifs des autres. Alors oui, tes collègues vont peut-être râler au début, mais sur le long terme, l'équation est implacable. C'est-à-dire, La personne qui s'isole pour penser finit par prendre de bien meilleures décisions. Elle évite des erreurs qui coûtent cher, elle règle les vrais problèmes au lieu de mettre des pansements sur les symptômes, et elle produit un boulot exceptionnel. Et à la fin, les résultats justifient toujours cette indisponibilité. Ça devient presque une déclaration d'indépendance intellectuelle. une déclaration d'indépendance intellectuelle. Waouh, c'est une formule parfaite pour résumer ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Si on rassemble un peu tout ça depuis lundi, sans parler de Frank O'Brien, en passant par les cabines noires de Stanford et les plannings vides de Jeff Weiner, la valeur pratique de tout ça est évidente. Et c'est pas juste des petits hacks de productivité. Surtout pas. La clé pour survivre aujourd'hui, c'est pas de trouver une énième astuce pour lire ses mails plus vite. Ouais, ça serait comme essayer de vider l'océan avec une petite cuillère. J'adore l'image. La vraie solution, c'est de défendre farouchement ces espaces de réflexion. Le bruit, les notifs, c'est pas une fatalité. C'est un signal d'alarme qui nous dit « Hey, construis tes murs. Crée ton architecture de l'attention pour laisser ton cerveau bosser. » C'est un vrai changement de paradigme. Au lieu de voir l'isolement ou l'inactivité comme un vide angoissant qu'il faut boucher avec un écran, il faut les voir comme le terreau de la clarté. La concentration, c'est pas un don magique, c'est un muscle qui a besoin du bon environnement. En créant ce silence, on arrête de survivre au bruit et on commence à reprendre la main. Ce qui m'amène à une toute dernière réflexion. Un petit défi à tenter là, dès aujourd'hui. Imaginons que la prochaine fois qu'on se retrouve dans une file d'attente super longue, ou coincé à l'aéroport avec un vol retardé. Le truc qu'on déteste tous. Voilà. Le réflexe pavlovien, ce sera de dégainer le smartphone et de noyer cette attente dans des vidéos courtes. Et si, de manière totalement consciente, on choisissait de ne pas le faire? Juste rester là. Ouais, juste rester là. Et si on accueillait ce moment de latence, ce petit bout d'ennui, non pas comme une torture, mais comme un luxe absolu. Un petit espace gratuit pour observer les gens, respirer et laisser le réseau par défaut de notre cerveau opérer sa propre magie. C'est un super défi. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.